Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Il est désormais commun d'analyser les effets de la loi climat et résilience sur le marché immobilier, notamment par le prisme du DPE. Il est toutefois peut-être plus intéressant encore d'observer ce défi avec les yeux et l'expérience pratique d'un expert de la rénovation énergétique en copropriété. Avec nous donc Driss Marzouga, directeur général de la société Harmonie, entreprise de plus de 40 ans d'expérience et spécialisée dans la rénovation énergétique du logement résidentiel collectif. Driss Marzouga, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Les professionnels de l'immobilier, les professionnels du bâtiment et les Français intègrent désormais la notion de rénovation énergétique dans leur questionnement et même dans leurs réflexes de propriétaire ou de locataire. On est toutefois rarement précis quant aux données, alors posons les choses. Combien de passoires énergétiques en France ? Combien d'immeubles devraient être rénovés ? Et combien de temps faudrait-il pour achever les objectifs fixés par les textes ? En avant-propos, tout d'abord, le point de départ, c'est l'objectif de la neutralité carbone à Oui. horizon 2050. Oui. Pour répondre à cet objectif, les pouvoirs publics ont décrété que la rénovation thermique des logements était une nécessité impérieuse. Oui. Loi climat et résilience à l'appui. Ça, c'est le point de départ pour dresser le cadre. Un élément structurel qu'il convient quand même de rappeler, Anne-Sandrine, c'est que le parc immobilier français est ancien. Et quand on regarde les immeubles qui sortent de terre, Oui. donc les immeubles récents qui répondent à des objectifs de réglementation thermique ambitieux, le taux de croissance annuelle moyen est d'1%. Donc en définitive, ça ne permet pas de juguler toutes les passoires thermiques qui sont rattachées à ce parc immobilier ancien. Donc ce constat est déjà important à rappeler. Ensuite, pour te donner quelques chiffres, on considère, si je me réfère au rapport du SDES, on considère qu'il y a 4,5 millions de passoires thermiques en France. Ça, c'est le point de départ. Quand je parle de passoires thermiques, j'entends par là des logements qui sont étiquetés F ou G. Oui. Donc, c'est finalement un logement sur 5 quand on prend l'ensemble du parc de logements de 30 millions en France. Donc, ça, c'est le premier sujet. Quand on regarde les données qui sont communiquées notamment par l'ANA, Oui. sur 2022, il y a, on va dire, 720 000 logements qui ont fait l'objet d'une rénovation énergétique et plus de 650 000 qui ont bénéficié du dispositif MaPrimeRénov', qui est un dispositif incitatif et qui concilie la logique de carotte et du bâton du législateur. La carotte étant bien évidemment toutes ces mesures incitatives qui permettent de doper cet élan. Le bâton, c'est les mesures coercitives avec notamment des échéances qui visent à interdire la mise en location ou la vente de logements énergivores. Donc un marché énorme et un défi absolument gigantesque. Je te rejoins. Oui. Ce sont les deux. C'est-à-dire que quand on a cette vision business, en effet, c'est du travail, c'est du boulot pour les entreprises, les maîtres d'œuvre, bref, tous les acteurs de l'écosystème sur plusieurs décennies probablement. Un défi, oui, parce que entre ce que décrète le législateur fort d'une bonne volonté et la réalité opérationnelle de sa mise en œuvre, il y a des écarts qui sont colossaux. Je te communiquais tout à l'heure les chiffres des logements qui ont été rénovés par l'ANA. C'est beaucoup. Si on les projette sur l'horizon 2050, on se dit que c'est jouable. Néanmoins, lorsqu'on regarde d'une part le nombre en fait, de logements, c'est-à-dire de maisons individuelles qui portent l'effort de guerre, alors que c'est quand même le résidentiel collectif qui est le plus impactant pour l'émission de gaz à effet de serre et la sous-performance énergétique, et qu'on regarde également d'autre part, qu'on benchmark avec la performance de l'an dernier, on est en décroissance, ça c'est quand même incroyable, et on constate aussi que malgré toutes ces mesures incitatives du législateur qui sont très positives, en définitive, il y a encore du boulot. On va passer maintenant à l'échelle de l'immeuble. De façon générale, quel est le chemin par lequel va passer une copropriété pour accomplir sa transformation, puisque c'est vraiment une transformation, sa rénovation énergétique. En somme, quel est le modus operandi de cette rénovation énergétique ? En sachant qu'évidemment, c'est une généralisation. Deux choses. Oui. Alors, si je te partage le chemin critique, on va dire, du champ de blé à la baguette de pain, la copropriété, dans un premier temps, doit faire réaliser un audit énergétique. L'audit énergétique, c'est un état des lieux qui va figer l'immeuble ou la copropriété en termes de performance énergétique ou de sous-performance énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre.
Cet état des lieux va s'appuyer sur des données constructives du bâtimentaire, ce que j'appelle également la tripaille, en l'occurrence les fluides comme les systèmes de chauffage, la ventilation, mais également les consommations, qui est une variable d'ajustement très important. Une fois que l'audit énergétique est fait, le maître d'ouvrage va s'appuyer sur les projections, les scénarios que propose l'opérateur pour envisager de réaliser des travaux. Donc des scénarios de réalisation de travaux, clos couverts, système de chauffage, etc. La copropriété où le bailleur va se dire je vais plutôt choisir ce scénario avec pour objectif d'atteinte de passer de F à D, par exemple. Oui. De là, on sollicite un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage. L'intérêt de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est qu'il va accompagner le bailleur ou la copropriété dans tout ce qui est inhérent au montage d'instructions administratives, à l'ingénierie financière, leur faire des perspectives subventionnaires pour leur permettre d'apprécier la quote-part qu'ils auront à verser, la part qui sera portée par les mesures incitatives, et ensuite réfléchir à la souscription d'un prêt bancaire, qu'il soit collectif ou individuel. Une fois qu'on a passé cette étape, il y a le sujet, le cycle de la maîtrise d'œuvre. Rien n'oblige, a priori, de solliciter les services d'une maîtrise d'œuvre. Néanmoins, compte tenu des enjeux financiers, compte tenu des enjeux assurantiels, c'est évident qu'il faut solliciter la compétence, les services d'une maîtrise d'œuvre qui va se muer en représentant de la copropriété, lancer une consultation, restituer une analyse financière et technique des offres qui sont souscrites, et ensuite basculer en maîtrise d'œuvre lorsque l'entreprise, et c'est on va dire la dernière étape avant l'entrée sur scène, l'entreprise travaux a été réunie pour exécuter le cahier des charges qui a été prescrit par la maîtrise d'œuvre. Et j'ajoute que le syndic ne peut absolument pas remplir cette fonction. Beaucoup de copropriétaires le demandent. Le syndic peut remplir une partie de la fonction, notamment dans l'instruction administrative du dossier, en créant un compte travaux, par exemple. Pour autant, ça n'est pas parce qu'il n'est pas l'acteur du premier plan focal du cycle de vie que je viens de te partager qu'il n'a pas un rôle déterminant. Il est à l'interface de tous les acteurs, il connaît l'immeuble, il a des compétences juridiques. Donc je pense que finalement, un projet réussi, c'est une copropriété qui est en marche, des acteurs qui sont mobilisés, et quelque part cette ambition collective de tous les partis d'aboutir à un projet qui va correspondre à l'idée initiale et permettre ensuite aux copropriétaires de valoriser leurs biens, d'avoir un retour sur investissement en termes d'économie d'énergie, de pouvoir aussi le vendre, le louer, etc., etc. Juste un sujet sur la copropriété, c'est que là je t'ai décrit le cycle normal, mais quand même la première réflexion c'est de faire consensus en amont. C'est-à-dire que les copropriétaires doivent se réunir, faire un état des lieux de leur bâtiment, s'appuyer aussi sur des rapports qui leur sont soumis. Et il faut que ça fasse consensus, en tout cas, sur le fond. Oui, il faut en être convaincu déjà. Pour en être convaincu, il faut s'informer. Ce qui pénalise aussi beaucoup, parfois, certaines mises en œuvre, c'est le manque d'information. On est vraiment sur un schéma siloté. Et c'est vrai qu'à la décharge des copropriétaires, ou parfois même des bailleurs qui ont des services supports qui peuvent leur permettre d'avoir cette information, on n'a pas un guichet principal qui pourrait apporter une vision à 360 degrés d'un dossier, financière, technique, logistique, etc. Et là, vous me dites, on n'a pas un guichet. Moi, je me demande si finalement le modus operandi actuel de la rénovation énergétique est perfectible. Est-ce que sur le terrain, et je soupçonne la réponse, est-ce qu'il y a des freins et des difficultés ? Des freins, oui. Des difficultés, oui, inhérentes aux freins. Ce qu'on constate, alors, une bonne nouvelle, c'est que jusqu'à ces 2 dernières années, le cycle de vie entre la réflexion et la restitution d'un chantier, le vote, pardon, c'était plutôt 4, 5. Nous, on a déjà aussi porté, en tant qu'entreprise œuvrante, des projets qui avaient été réfléchis 7-8 ans en avant. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais le facteur temps est extrêmement important. Très important, il se réduit. C'est probablement lié, selon moi, au côté grégaire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un bassin concentré de copropriété et que vous avez votre copropriétaire d'en face qui a fait réaliser des travaux, que vous avez les mêmes données constructives que son bâtiment et que lui fait un bond en avant en termes de valorisation de biens,
forcément le côté grégaire invite à réaliser ce type de travaux. Il y a moins d'inquiétude. Donc aujourd'hui, on a participé à Harmonie et c'est culturel chez nous au Salon de la copropriété. Oui. Et ce qu'on constate, c'est que le cycle de décision se réduit. On est plutôt sur 2 à 3 ans. Donc ça, c'est très encourageant. Oui. Néanmoins, Oui. Ça crée un déséquilibre entre le cycle de réflexion qui se réduit et les autorités compétentes, donc les banques, l'ANA, celles qui sont parties prenantes financièrement dans l'instruction du dossier. Ça crée une inflation dans les délais d'instruction. Donc en fait, les freins, c'est que le législateur fait beaucoup de choses. Oui. Il faut le souligner, l'encourager. Néanmoins, de mon point de vue, et c'est assez subjectif, mais on a quand même de la data qui remonte, c'est qu'il n'a pas forcément corrélé l'inflation des demandes, qui est très encourageante pour les entreprises, les copropriétés, les bailleurs, etc., avec les ressources qu'il faut mobiliser pour gagner en efficacité sur un schéma administratif qui est l'héritier un petit peu de notre culture un peu jacobine, où le pouvoir central décrète une loi qui est très bonne, qui est très encourageante, mais dans sa mise en œuvre, n'anticipe pas d'une part toutes les ressources qu'il faut allouer, et d'autre part, devrait, selon moi, associer encore plus fort les collectivités territoriales pour avoir une réflexion peut-être globale à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un département, et inscrire vraiment, cranter ces projets de rénovation énergétique dans un plan d'urbanisme et une programmation pluriannuelle. Oui, donc en fait, la conquête est lancée, mais l'armée n'a pas encore tous les moyens pour pouvoir avancer correctement. C'est un peu ça, c'est-à-dire que ça me fait rire un petit peu cette analyse comparative avec l'armée, mais c'est la clé. La clé d'une armée qui gagne, c'est la logistique. C'est ça. La clé d'un projet qui gagne, c'est la logistique. Je vais faire un peu de littérature, mais je crois que c'est Sun Tzu, dans l'art de la guerre, qui était un général chinois brillant, qui disait que la frontière qui sépare l'ordre du désordre se nomme logistique. Oui. Et la logistique, ça s'apparente aussi aux ressources, aux délais d'instruction du dossier. Et puis après, j'espère qu'on y reviendra, c'est aussi sur les pièces qui sont demandées dans le montage d'un dossier, qui sont parfois antinomiques, abscons, enfin bref, on est en France. Tiens, mais filons la métaphore, puisqu'on parle de logistique, il y a aussi des problèmes de communication. Alors ça aussi, c'est important. Oui. Dans une conquête. Oui, dans une conquête, la communication, bien évidemment, permet de faire le lien entre les différents états-majors. Les états-majors chez nous, dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ça va être tous les acteurs de l'écosystème que je vous ai partagé. Oui, mais en fait, c'est lié. C'est-à-dire que si vous silotez un certain nombre de sujets qui portent la rénovation énergétique, ça a une incidence sur la communication. Et donc, la communication n'est pas circularisée. Oui, je vous rejoins, Sandrine. Je te rejoins. Décidément, on va finir à la fin, on se tutoiera. Oui, on va faire ça. On parlait aussi en préparant le sujet de peut-être d'un changement de paradigme sociétal qui est très important. Hein. Il faudrait peut-être aussi penser à rapprocher les copropriétés, à désenclaver peut-être certains acteurs, peut-être même imaginer un travail sur une rue ou sur plusieurs immeubles en même temps, etc. Tout ça, on n'est pas encore au fait. Alors, je ne vais pas me faire Cassandre, mais c'est quelque chose qui serait super, mais qui me semble difficile dans sa réalisation. Ça me semble super, et d'ailleurs j'en suis convaincu, puisque j'ai partagé un petit peu ce paradigme avec toi quand j'ai parlé d'urbanisation du projet de rénovation énergétique au sens bâtimentaire du terme. Ça se fait par le côté grégaire que je t'ai partagé, mais c'est vrai que associer plus fort les collectivités, regrouper les copropriétés dans leur zone de chalandise et créer un comité de réflexion, non pas à l'échelle de la copropriété, mais d'une part à l'échelle des copropriétés et en associant par ailleurs tous les acteurs, une forme d'état généraux et de Grenelle en fait, de la rénovation énergétique, je pense qu'on gagnera en efficacité. Les copropriétés, elles, ça leur permettrait d'avoir une visibilité sur les acteurs, de lancer une programmation pluriannuelle. Et puis pour ton humble serviteur, qui est quelque part l'exécutant des travaux qu'on nous ordonne de faire, ça permettrait, et là je parle pour moi-même, mais je pense aussi à mes confrères, de pouvoir aussi anticiper encore plus fort les moyens qu'il y a à mobiliser. J'ajoute que quand on parle de travaux, on parlait de logistique, l'échafaudage, qui est quand même ce qui permet de rentrer en scène pour nos conducteurs de travaux, c'est un investissement, même si c'est un CAPEX, c'est un investissement qui coûte cher. Les entreprises du secteur ces dernières années ont beaucoup investi en ressources, en formation, en innovation, en échafaudage. C'est sûr qu'un projet à l'échelle d'une rue, de plusieurs copropriétés,
ça nous apporterait de la réassurance et ça nous permettrait de conforter ces investissements de manière plus forte pour les prochaines années. Et est-ce que le secteur du bâtiment est prêt à porter cette rénovation énergétique ? Alors je parle de toutes les entreprises, il y a les grands, il y a les groupes, il y a les grandes entreprises et puis aussi les PME, les TPE qui ont un vrai savoir-faire, mais est-ce que celles-là, elles peuvent aussi accéder au marché de la rénovation énergétique ? C'est une excellente observation, bravo. On reste quand même, quand on parle de rénovation énergétique, on va parler de l'enveloppe, c'est notre métier, l'isolation thermique par l'extérieur. On va parler de chauffage, de ventilation, bref, d'autres supports qui ne me concernent pas, mais qui, à mon sens, doivent faire l'objet d'une approche globale. On ne peut pas faire une approche de la rénovation juste sur l'enveloppe. C'est un ensemble de choses, jusqu'au comportement des ménages, ça c'est très important. On est quand même, sur la partie qui nous concerne chez Harmony, des pure players de l'isolation thermique par l'extérieur. D'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'on voit de plus en plus de copropriétés qui viennent nous voir pour un ravalement et qui partent avec une ITE. Le sujet va plutôt porter sur la taille critique, sur le sizing des acteurs. Aujourd'hui, finalement, en Ile-de-France, on n'est pas beaucoup de pure players de ce sujet. C'est un métier de spécialiste, pas forcément sur le sujet de la mise en œuvre, mais sur l'appréhension du dossier, sur la logistique d'intervention, sur les sujets qui vont porter les garanties de parfait achèvement, etc. C'est un métier qui est en tension en termes de ressources aussi. Nous, on a beaucoup anticipé chez Harmony avec des plans de formation interne, avec aussi une démarche de mobilité interne pour apporter de la méritocratie et faire grandir nos collaborateurs et nos collaboratrices. On a un réseau d'intervenants qui est dense. Le sujet va plutôt porter sur les petites copropriétés, 10, 15, 20 logements, qui, elles, ont toutes les peines du monde à trouver des acteurs qui se mobilisent sur le sujet. Il y a une telle inflation de demande que, naturellement, l'ensemble des acteurs dont nous faisons partie a tendance à se concentrer sur les sujets, sur les dossiers qui sont colossaux, puisque au-delà des enjeux de chiffre d'affaires et de marge, en fait, un chantier, qu'il soit grand ou petit, il y a tout un côté inertiel qui est le même. Le temps de mobilisation de l'installation est lourd, que vous ayez 20 logements ou 300 logements. L'instruction administrative du dossier est la même. Bref, et donc forcément, c'est plus intéressant pour les entreprises de s'atteler sur ces grosses copros. Et là, c'est peut-être un vœu pieux, et j'espère que tu m'interrogeras un petit peu sur ce que j'aimerais plus tard. Je pense que les petites entreprises ont une carte à jouer. Nous sommes une PME. Il y a plein de petites boîtes de proximité qui ont une belle excellence opérationnelle. Et le constat que je fais, pour faire le lien avec le début de notre discussion, c'est que beaucoup mettent la clé sous la porte, malheureusement, parce que le rythme des subventions, d'instruction des dossiers des copropriétés est long. Et ce qui tue des boîtes en France, c'est les créances, les impayés. Et quand vous avez une petite structure qui va porter un dossier de petite taille ou de taille moyenne, 400, 500, 600 000 euros de rénovation énergétique ou de ravalement, puisque nous aussi on fait encore beaucoup de ravalement, a fortiori, si vous avez un problème de recouvrement de vos créances, ça vous met tout de suite en difficulté. Donc je pense qu'un des axes d'amélioration et qui doit être pris en compte par les pouvoirs publics, c'est trouver une clé qui permette d'apporter de la réassurance sur les délais de paiement pour permettre à ces petits acteurs qui ont vraiment de la valeur ajoutée à apporter au secteur de survivre et de porter des projets à la taille proportionnellement adaptée à la taille de leur entreprise et bien évidemment ensuite grandir de par ces projets. Ma dernière question sera celle-ci. Est-ce que finalement trouver le modus vivendi de la rénovation énergétique, c'est une urgence et un enjeu pour 2023 et au surplus avec l'accompagnement de l'État et je dirais qu'il prête main forte à cet objectif-là? Je vais transformer ta question en bon vœu. On est encore en début de l'année, tu me pardonneras. D'ailleurs, j'espère que je t'ai souhaité une bonne année. Reprends-moi si le cas échéant. Hors micro. Mes bons vœux pour cette nouvelle année, en fait, ça serait qu'il y ait en fait un point global qui permette de réunir l'ensemble des acteurs et qu'on fasse l'analyse des causes racines qui freinent cet élan, puisque les bailleurs sociaux, les copropriétés sont vraiment en marche. Donc par exemple que les copropriétaires dans le montage des dossiers de montage financier gagnent en souplesse. Pour te donner un exemple concret, quand tu souscris un prêt, tu peux le souscrire, si on prend l'exemple de la copro, tu peux le souscrire de manière collective ou individuelle. Donc c'est souvent souscrit de manière collective, mais ensuite dans l'instruction, dans l'arbitrage bancaire
du dossier, c'est un arbitrage, entre guillemets, en intuito personae, discret à la personne, donc c'est très lourd. Pour moi, une copro, c'est presque un état triple A. Ça a une valeur foncière et immobilière immuable. Et donc, en définitive, peut-être que ce crédit gagne du temps en instruction. Donc, il faut qu'ils aient des ressources. Mais en tout cas, dans le montage du dossier, il y a des choses à faire. Que les bailleurs sociaux aussi qui portent des gros parcs soient mieux aidés. Je pense aussi à eux. Oui. Ils ont plein de programmes pluriannuels, des plans climat, mais je pense que parfois on ne les aide pas assez souvent. Et ils abritent des gros ensembles immobiliers qui sont très énergivores, et donc il faut les aider à être plus rapides et plus efficaces. Et qu'on permette aussi aux AMO et aux maîtrises d'œuvre de pouvoir investir en indexant leurs cotisations, cotisations patronales, etc., bref, dans leurs charges, un bonus DET, je l'appelle bonus DET, de rénovation énergétique, c'est-à-dire que à partir du moment où tous les acteurs ont non seulement œuvrent pour la rénovation énergétique, mais également au sein de leurs entreprises mènent des actions ESG, RSE, et bien qu'il y ait cette forme de bonus ou malus, mais je pense plutôt bonus, je suis plutôt optimiste, pour leur permettre pour continuer à les encourager. C'est-à-dire quand on parle d'un sujet, c'est bien de parler des destinataires, mais il ne faut pas oublier les acteurs et les challenger sur une revalorisation plus efficace de leurs déchets, un meilleur management durable de leur chantier, les inciter à mesurer de manière systématique, pour ne pas dire systémique, leur empreinte carbone. Ça ferait sens. On est sur un métier de développement durable. On a ce devoir moral de se rapprocher de l'exemplarité dans les travaux qu'on met en œuvre. Merci beaucoup, Driss. Je suis certaine qu'on va pouvoir à nouveau échanger très bientôt sur d'autres sujets tout aussi passionnants. C'était un plaisir de te revoir. Je suis très content d'avoir partagé avec toi ce moment. Et oui, je pense que si tu ne me chasses pas, il y aura d'autres discussions structurantes entre nous. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir.